aujourd'hui s'intéresse aux orientations diocésaines. Elles ont été présentées en décembre 2012 et elles sont traitées tout au long de cette nouvelle année. Les orientations diocésaines, on en parle avec Marie-Noëlle Bouchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de la démarche CAP 2012. Aujourd'hui, on parle d'Horizon 2017 et vous êtes aussi déléguée épiscopale auprès de l'évêque du Calvados. Père Xavier Signargou, bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire général de ce diocèse de Bayeux et Lisieux. Et avec vous, on va évoquer l'actualité de ces orientations diocésaines. On sait qu'elles ont été mises en place à travers une feuille de route numéro 1. On évoquera la feuille de route numéro 2 qui devrait permettre de faire évoluer d'autres pratiques dans notre diocèse. Et puis on parle avec vous aujourd'hui aussi d'une évolution de 2 conseils, le conseil presbytéral et le conseil diocésain de pastoral. Et alors on va rappeler que ces 2 conseils vont être renouvelés dans les semaines qui viennent. Le conseil presbytéral, d'abord, Père Signargou, quel est son rôle et sa mission ? Le conseil presbytéral existe depuis un certain nombre d'années dans notre diocèse. Enfin, je veux dire, c'est une réforme qui a été mise en place, je pense, après le concile, assez vite. Le conseil presbytéral a bougé, oui, dans sa forme. Moi, j'ai connu des conseils presbytéraux beaucoup plus nombreux que l'actuel. Aujourd'hui, c'est une petite vingtaine de personnes. Nous étions 18 dans le conseil sortant et on va être un tout petit peu plus, 22, je crois, dans le conseil suivant, quand il sera élu, ce qui n'est pas le cas encore. Mais j'ai connu des conseils beaucoup plus nombreux, où on était entre 50 et 60, donc c'était plus difficile à gérer. Mais en même temps, c'était représentatif aussi de l'état des forces pastorales. On parlait encore de clergé, beaucoup plus nombreux. Le nombre des prêtres du diocèse devait être largement le double de ce qu'il est actuellement. Et donc du coup, la représentativité était conçue différemment. Il fallait représenter non seulement les courants, mais tous les lieux où les prêtres étaient présents. Et c'était peut-être beaucoup plus complexe, puisque vous savez bien qu'aujourd'hui, on est dans une tendance où, à l'inverse, ce sont les laïcs qui émergent comme prenant des responsabilités dans bien des domaines où c'était les prêtres qui tenaient les responsabilités. On passe d'une église qui était très cléricale à un autre modèle, Alors il faut que les prêtres prennent leur place et aient leur place dans ce fonctionnement. Et on peut dire que depuis que notre évêque est arrivé dans le diocèse, c'est-à-dire depuis un peu plus de 3 ans, il a toujours dit et répété que le conseil presbytéral était important pour lui et qu'il voulait vraiment en faire un organe de soutien pour ses propres choix pastoraux. Dans le droit canonique, puisque c'est le droit canonique qui gère cette institution, on dit que le conseil presbytéral, c'est comme le sénat de l'évêque. Donc c'est une assemblée représentative de prêtres qui est proche de l'évêque pour l'aider dans le gouvernement pastoral du diocèse. Donc c'est un organe important et qui est situé du côté du gouvernement, comme le conseil épiscopal d'une certaine manière, Et il est représentatif donc des territoires comme un sénat ? Alors, il est représentatif des territoires. Disons qu'il est d'abord représentatif des prêtres, je pense. Ça a été un de nos soucis et donc de nos objectifs dans la réforme qui a été proposée, puisqu'il se trouve que cette année, le conseil presbytéral arrivait à la fin de son mandat, comme d'ailleurs le conseil diocésain de pastoral, dont on parlera ensuite. Et donc, on a profité de cette opportunité pour revoir un peu la manière de l'élire. Pourquoi ? Parce que, justement, il nous semblait qu'il y avait un problème de représentativité, je dirais surtout de représentativité pastorale des prêtres. Il se trouve que nous avons une pyramide des âges, vous savez, qui est quand même très mauvaise. Les prêtres les plus nombreux sont aujourd'hui des prêtres pratiquement retirés de l'activité pastorale. Ils n'aiment pas qu'on utilise ce mot. On les appelle plutôt des prêtres aînés, pour éviter de dire qu'ils sont en retraite ou qu'ils sont retirés. Et puis, les prêtres les plus prometteurs, c'est-à-dire les plus jeunes, ceux qui vont avoir à prendre des responsabilités progressivement et sur qui va reposer en partie l'avenir du diocèse, sont à l'inverse les moins nombreux. Et donc on avait un problème puisque pratiquement les jeunes prêtres n'arrivaient pas à être élus au conseil presbytéral. Parce qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour être connus par les électeurs, et du coup, ils n'étaient pas élus. Alors, il y avait quand même des jeunes prêtres
au conseil presbytéral, puisque la loi électorale prévoit que l'évêque peut nommer un certain nombre de membres, et de fait, c'est lui qui mettait des jeunes prêtres au conseil presbytéral. Il nous a semblé que c'était pas une bonne formule pour garantir l'ecclésialité du conseil presbytéral. Et donc, on a proposé une réforme qui est simple, qui vise à sous-représenter les prêtres les plus nombreux et à surreprésenter les prêtres les moins nombreux, c'est-à-dire les plus jeunes. Ce qu'on peut observer, c'est qu'on a présenté donc ce projet de réforme au conseil presbytéral lui-même, qui l'a validé sans réserve. Ensuite, on l'a présenté à une assemblée de prêtres qui n'était pas représentative, mais qui réunissait quand même une petite centaine de prêtres du diocèse. Et je veux dire, il n'y a eu aucun débat sur ce type de réforme, quoi. Tout le monde a pensé que c'était une bonne chose de procéder ainsi et de donner plus de place à ceux qui vont porter l'avenir d'une certaine manière. Voilà, donc c'est essentiellement le but de cette réforme. Alors les élections vont avoir lieu au cours du mois de juin, de façon à ce que le Conseil puisse se réunir assez vite et être opérationnel dès la rentrée pastorale. Et donc ce sont les prêtres, l'ensemble des prêtres du diocèse qui vont voter pour élire ces quelques membres. Tout à fait. Alors le changement important, c'est qu'ils vont voter par collège d'âge. Les collèges ont été faits non pas en fonction de la représentativité géographique, ce qui était en partie le cas spécifique, je veux dire, d'un certain nombre de types de ministères, je pense aux aumôniers de mouvement ou des choses comme ça, vous voyez. Mais là, le critère qui a été retenu, c'est l'âge. Le conseil presbytéral, vous pouvez nous rappeler où il vient quand même en conseil de l'évêque? Alors, il peut prendre des décisions, bien sûr, avec l'évêque. Il peut voter des décisions. Elles ne sont validées. Il reste un conseil de l'évêque, hein. Donc, elles ne sont validées que si l'évêque les ratifie d'une certaine manière, bien sûr. Mais en même temps, l'évêque dit de son côté très clairement qu'il souhaite avoir l'aval du conseil presbytéral. Ça veut dire que sur des sujets importants, il demande l'avis du conseil presbytéral. Et s'il demande l'avis du conseil presbytéral, c'est évidemment pour en tenir compte. Je vois pas la possibilité d'imposer une réforme qui serait refusée par le conseil. Bon, puis, de toute façon, on l'a bien vu avec Cap 2012. Enfin, c'est pas l'axe de travail dans lequel on veut aller. C'est plutôt une mise en route d'une église qui fonctionne au consensus qu'à la majorité, je veux dire. Donc ça, c'est clair. Alors, ce que je peux vous dire encore par rapport au conseil presbytéral pour être complet, enfin, un peu plus complet, c'est qu'on a voulu aussi lui donner plus d'importance aussi dans sa manière de travailler. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de travailler sous forme de journée. Une journée, c'est un peu court, hein, ça commence à 9h et ça se termine à 16h en gros. Et là, on a décidé de travailler plutôt sur 2 jours pour se donner davantage de temps. Le temps de la réflexion, le temps de la maturation et peut-être aussi le temps de la décision pour un certain nombre de questions, pour avoir le temps vraiment d'ouvrir des dossiers et de les traiter. Et puis l'autre réforme qu'on a proposée, c'est d'allonger la durée de vie, si j'ose dire, du conseil presbytéral. Le conseil presbytéral était élu pour 3 ans et dorénavant, il devrait être élu pour 5 ans. Et il se réunit combien de fois par an? Il se réunira 3 fois par an au moins. Et c'est la bonne mesure pour regarder les dossiers, prendre des décisions. Est-ce que c'est pas un conseil qui est sur le court terme? En fait, c'est plutôt sur des orientations qu'on peut donner à la vie du diocèse? Oui, mais je pense qu'il peut avoir aussi à se prononcer sur des décisions peut-être plus ponctuelles, hein. C'est tout à fait possible. Ce qui est clair, c'est que c'est pas ce conseil qui est chargé d'organiser la vie quotidienne du diocèse. Vous voyez bien que ça incombe plutôt au conseil épiscopal qui, lui, se réunit chaque semaine, hein, qui assure l'intendance, si j'ose dire, hein. Là, on est plus dans un conseil qui ouvre en principe de grands dossiers et des choses qui ont une portée durable.
Diocèse Info sur RCF Calvados-Manche. Père Xavier Signago, je rappelle que vous êtes vicaire général de ce diocèse de Bayeux et Lisieux. Un autre conseil arrivé aussi en fin de mandat, c'était le conseil diocésain de pastoral. Lui aussi va donc être renouvelé avec également une nouvelle composition, une nouvelle organisation, peut-être d'autres missions. Voilà. Marie-Noël Bouchard, vous nous en parlez. Il y a déjà un point de vue, un changement notable quant au nombre cette fois-ci. Alors, le Conseil diocésain de pastoral, c'est, une représentation, une image du peuple de Dieu qui est dans le Calvados. Donc, c'est un conseil majoritairement composé de laïcs, puisque tel est le peuple de Dieu, mais avec prêtres, diacres, religieux, religieuses néanmoins dedans. Et il a mission de conseiller l'évêque sur tout ce qui concerne l'activité pastorale, les orientations de la vie du diocèse. Le conseil sortant était assez restreint, c'était une vingtaine de membres, avec au niveau de la géographie, une représentation par doyenné qui était trop éloignée de la vie ordinaire des paroisses. Une personne par doyenné ne pouvait pas vraiment, faire le lien avec le doyenné dans les deux sens, c'est-à-dire faire circuler l'information montante ou descendante. Donc là, l'option majeure qui a été prise, c'est de dire il nous faut un conseil qui soit plus proche de la vie du diocèse de façon ordinaire, donc nous allons l'étoffer en nombre. Et nous arrivons après, dans le projet être monté à 70, nous arrivons maintenant à une cinquantaine de membres. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs représentants pour chaque doyenné. Voilà, on abandonne l'idée du doyenné et on essaye de se mettre au plus près de la réalité de la vie locale déjà maintenant. C'est-à-dire qu'un certain nombre de paroisses travaillent déjà ensemble. Mais dans ce cas-là, c'est à 2 ou 3 paroisses, c'est pas sur un doyenné qui en fait 10. Donc au plus près de cette réalité-là, les membres du Conseil diocésain pastoral qui représentent les paroisses, parce qu'il y en a d'autres aussi, seront délégués par ces instances interparoissiales. Qui sont pour le moment des instances qui sont pas vraiment organisées. C'est de l'ordre de l'expérience de Cap 2012 où on avait vécu des assemblées intermédiaires qui réunissaient de 2 à 4 paroisses et on reprend exactement la même structure qui n'en est pas une justement, qui est une instance de travail. L'expérience qui était à court terme, c'était 3 heures ensemble lors de Cap 2012, mais l'expérience a paru assez bonne et les prêtres eux-mêmes nous ont encouragés en disant oui, c'est une instance qu'on peut reprendre pour dire de travailler ensemble sur des sujets qui concernent la vie pastorale du diocèse. Alors justement, sur quel type de sujet ce conseil diocésain de pastoral doit travailler ? Alors je pense que lui, il va vraiment être prioritairement et presque exclusivement, sauf si l'actualité demande autre chose, sur la mise en œuvre des orientations diocésaines. Je pense que c'est le conseil qui va aussi permettre par rapport à une feuille de route, de l'accompagner, de dire oui, de dire non, de vérifier la pertinence de certaines propositions avant qu'elles deviennent diocésaines. Et pourra aider aussi à leur mise en place locale ? Voilà, je pense que la proximité va permettre justement ce lien, d'autant plus que pour une orientation particulière de l'année prochaine, nous allons aussi demander aux paroisses de travailler à ce niveau interparoissial. Donc c'est le même niveau de représentation et de travail. Donc nous espérons, c'est un peu le pari qu'on fait, mais on y croit, et les membres sortants y croient aussi, qu'on pourra ainsi être plus en église diocésaine. Alors ces personnes, comment est-ce qu'elles vont être justement nommées ou élues ? Alors il y a toutes celles qui ne sont pas des paroisses, celles qui viennent des mouvements, des services, de l'enseignement catholique. Bon, c'est chaque instance qui va s'organiser avec nous pour élire un de ses membres ou un représentant. Pour les paroisses, nous demandons que chaque paroisse propose quelqu'un et que en interparoisse, elles se mettent d'accord pour retenir 1 ou 2 de ces personnes. Pourquoi 1 ou 2 ? Parce que les interparoisses peuvent varier de 20 000 habitants à 50 000 habitants. Donc nous nous sommes dit, on ne peut pas mettre le même nombre de délégués selon l'importance de l'interparoisse. Et ce conseil, il se réunira régulièrement ? Alors, il est au même rythme que le conseil presbytéral, un peu plus léger en temps de travail. C'est 3 fois par an, probablement 4 au moins la première année. Et pour évoquer comment concrètement mettre en place les orientations. Voilà, alors on peut prendre par exemple concrètement sur le baptême. On va solliciter l'ensemble du diocèse pour qu'il fasse remonter les expériences. On en fera un compte-rendu au conseil diocésain pastoral qui entendra cela et avec celui-là, on dira maintenant on part vers telle et telle proposition qu'on renvoie sur le territoire et sur l'ensemble du diocèse. Et les personnes, elles seront là pour inciter au changement, faire évoluer les manières de faire Nous pensons que c'est déjà des personnes qui aiment l'Église et qui ont envie qu'on progresse dans l'annonce de l'Évangile aujourd'hui. Donc peut-être effectivement avec petit à petit des changements de façon de faire. Moi j'aurais envie de dire que pour que ça fonctionne bien, que le travail soit productif, il faut probablement que ce conseil
mais c'est vrai aussi d'ailleurs pour le conseil presbytéral, ne travaillent pas tout seuls, quoi, qui sont en lien avec d'autres réalités, qu'il y ait des dossiers qui soient préparés en amont, je veux dire, et que d'une certaine manière le Conseil puisse faire une espèce de relecture diocésaine qu'on valide ou pas, quoi. Son travail, il est plus de cet ordre que de prendre l'initiative d'ouvrir des dossiers, me semble-t-il. Il faut qu'il y ait un va-et-vient entre la réalité diocésaine et puis ces deux conseils. Ça veut dire aussi, être à l'écoute quand même de ce qui se passe sur le terrain ? Oui, mais ça, on peut espérer que les gens qui vont être délégués le sont. Et ce conseil diocésain, son mandat se termine aussi au mois de juin. Ça veut dire un renouvellement dans les mois qui viennent ? Alors, on va attendre la rentrée pastorale qu'on a fixée au 28 septembre, à laquelle on invite toutes les équipes pastorales des paroisses. C'est donc l'instance qui va pouvoir aussi, mettre en route cette dynamique-là de l'interparoisse et d'un appel à des candidatures, si on peut dire, pour le Conseil diocésain pastoral. Donc l'élection pour ce conseil aura lieu à l'automne, mais pour permettre effectivement qu'il commence à travailler en session avant la fin 2013. Le Conseil diocésain de pastoral qui va donc être lui aussi renouvelé. Et puis on va dire un mot d'un conseil dont vous faites partie tous les deux, mais qui va aussi changer un petit peu dans sa composition. Le Conseil épiscopal, c'est donc cette équipe réduite qui travaille de manière hebdomadaire avec l'évêque. L'un de ses membres, le père Olivier Ruffray, on le sait maintenant, va prendre la relève pour devenir recteur du sanctuaire et du pèlerinage Sainte-Thérèse à Lisieux. Ça fait un petit peu bouger les lignes. Père Signargou, ce conseil épiscopal va évoluer aussi ? Oui, ça fait bouger les lignes parce qu'il nous a semblé que la responsabilité du pèlerinage de Lisieux était suffisamment lourde pour occuper une personne à plein temps, quoi. Et donc garder l'engagement au conseil épiscopal, qui est aussi prenant, c'était peut-être trop. Donc ça veut dire que le père Ruffray va quitter le conseil épiscopal. Donc on se retrouve à un de moins, d'une part. Et puis d'autre part, le conseil épiscopal a choisi de réorienter un petit peu sa manière de fonctionner. On réunissait une fois par trimestre un conseil qu'on appelait élargi. Vous parliez d'équipe restreinte, alors il y avait un conseil épiscopal élargi, et à l'usage, il nous semble que cette formule n'est pas bonne, quoi. Et on souhaite la faire évoluer, et donc du coup, il nous a semblé qu'il était peut-être bon d'étoffer un peu plus le conseil épiscopal. Ça veut donc dire que il perd un membre et on en sollicite deux nouveaux. Donc un membre de plus. Donc ça veut dire que les prêtres sont actuellement consultés sur cette question pour proposer deux nouveaux membres que l'évêque bien sûr choisira, puisque c'est l'évêque qui compose le conseil épiscopal. Voilà. Qui sera donc à terme de combien de personnes ? Nous devrions être 6, voilà. Au lieu de 5 actuellement. Voilà. Un de plus, voilà. C'est pas encore la perfection, puisqu'il paraît que le chiffre parfait, c'est 7, mais... Et ce conseil, oui, on disait, il se réunit toutes les semaines avec l'évêque. Et là, vous êtes vraiment dans l'organisation très proche des événements, de la vie du diocèse, des réactions rapides si nécessaire. Oui, bien sûr. Et puis aussi, quand même, on assure un travail de gestion, je dirais presque quotidienne, quoi, de la vie du diocèse. Évidemment pas en direct, tout ça se fait par délégation, enfin, je veux dire par toutes sortes de personnes qui sont elles-mêmes responsables, mais voilà, on assure la coordination et le suivi un peu de l'ensemble. Mais en même temps, je crois qu'il est important aussi que le conseil épiscopal garde une visée prospective, quoi, qu'on n'ait pas trop les mains dans le guidon, comme on dit, mais qu'on voit la route, quoi, et qu'on puisse donner une direction. Enfin, c'est ce qui se passe à travers les orientations, bien sûr, et leur mise en œuvre. Mais c'est aussi une des missions importantes du conseil épiscopal, me semble-t-il, de prévoir. RCF.
On a fait le tour de quelques-uns des conseils qui mènent la vie du diocèse, en tous les cas qui conseillent l'évêque, Monseigneur Jean-Claude Boulanger, pour ce diocèse de Bayeux-et-Lisieux. On le voit, la vie du diocèse bouge, évolue. C'est entre autres à la suite des orientations diocésaines. C'est aussi un choix de l'évêque. Est-ce qu'il il y a des choses sur lesquelles il est maître? On a parlé tout à l'heure de droit canon qui fait qu'il faut qu'il y ait tel ou tel type de conseil dans un diocèse. L'évêque, il a un petit peu de liberté aussi pour organiser les personnes autour de lui. Il a la liberté de choisir les personnes, mais l'Église est catholique. Et donc, par définition, je veux dire, le cadre des institutions est défini de manière catholique. Les institutions du diocèse de Bayeux-et-Lisieux sont les institutions de l'Église universelle. Je veux dire, toute église diocésaine a alors pas forcément de manière rigide une structure identique, mais au moins comparable, je veux dire. Et il est heureux que l'esprit soit le même. Marie-Noëlle Bouchard, coordinatrice de la démarche CAP 2012 Horizon 2017 et le Père Xavier Signargo avec nous pour évoquer ces orientations diocésaines qui se mettent en place dans le diocèse de Bayeux-et-Lisieux. Et nous évoquons maintenant la feuille de route numéro 2. Après la présentation des orientations en décembre 2012, une première feuille de route s'était mise en place pour donner quelques informations concrètes pour la mise en place de ces orientations. Après ce mois de janvier à juin 2013, une feuille de route numéro 2 va permettre de continuer à avancer, et notamment sur le baptême, le sacrement du baptême. Alors voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il peut évoluer, pourquoi une éventuelle évolution? Est-ce que c'est le rite ou est-ce que c'est l'accompagnement autour du baptême qui peut changer? Alors juste un tout petit préalable, la feuille de route numéro 2 n'annule pas la feuille de route numéro 1. Donc ce qui était proposé pour faire effort sur la fraternité, la vie de prière, etc., continue. Mais c'est vrai que pour l'année qui vient, c'est un choix au niveau du diocèse de regarder de plus près la pastorale du baptême, principalement des petits-enfants. Quel accompagnement on propose aux parents avant, pendant, après. Et là, on est aussi dans le cadre des orientations de la catéchèse en France, en disant tout sacrement s'accompagne en faisant aussi connaissance avec le peuple de Dieu et la communauté, en faisant une expérience de liturgie, en fréquentant la parole de Dieu. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des besoins dans ce domaine-là, puisque la pratique actuelle n'est plus vraiment satisfaisante. Enfin, c'est quand même difficile aussi pour des prêtres quand ils se retrouvent tout seuls à célébrer le baptême de 3 enfants et qu'il n'y a aucun autre chrétien avec eux, par exemple. Donc, il nous a semblé important et nécessaire, un petit peu au niveau de la vie du diocèse, de s'emparer de cette question-là à partir d'un sacrement qui est quand même fondamental, le sacrement du baptême. Vous demandiez si c'était le baptême qui changeait. C'est pas le baptême qui change, c'est le monde qui change. Et on a affaire à des gens qui demandent le baptême ou qui viennent s'adresser à l'Église sans trop, enfin, je veux dire, qui n'ont plus les réflexes naturels entre guillemets ou plutôt culturels d'un monde qui était déjà chrétien. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un contexte différent où il faut que justement, en toutes occasions, pratiquement, on annonce la foi chrétienne. Donc le baptême est devenu aussi sacrement de l'annonce. Et c'est ça qui nous oblige à changer. Et c'est tout à fait heureux, à faire évoluer nos pratiques. Le monde change, mais la demande reste en fait. Même si la transmission ne se fait pas comme autrefois, la demande, elle demeure. La demande demeure, mais je pense que on a pris conscience, et Marie-Noëlle faisait allusion au travail des évêques là-dessus, ils nous ont aidés à mesurer que satisfaire la demande ne suffit pas, quoi. Il faut que nous passions à une attitude différente qui est de proposer la foi. Et c'est pas vraiment une distribution de de proposer le baptême. Enfin, vous savez bien que chaque année, il y a un certain nombre d'adultes qui sont baptisés. Un certain nombre d'entre eux le sont en partie parce que la foi leur a été proposée. Je veux dire, ils l'ont pas demandé, ils sont pas venus demander le baptême comme on faisait naturellement baptiser ses enfants tout petits, quoi. Et donc, désormais, le baptême, ça sera aussi l'occasion d'une annonce de l'Évangile par rapport aux parents. Voilà, alors c'est déjà ça, hein, mais là, on sent quand même qu'on a besoin de retrouver peut-être un souffle commun sur une démarche et oui, puis une force de conviction en disant, les personnes sont ce qu'elles sont, elles ont une demande, elles sont respectables dans leur demande et au nom du Seigneur, on a à les accueillir et à leur proposer un petit bout de chemin.
Pour pas que les prêtres se retrouvent seuls face à des situations où il faut que la réponse soit la même d'une paroisse à l'autre. C'est important justement d'uniformiser un petit peu cet accompagnement. Alors moi je parlerai pas d'uniformisation. Si elle arrive, c'est que tout le monde est partant et tant mieux, mais c'est pas d'abord un objectif d'uniformiser, c'est plus vraiment retrouvons une façon de faire qui serait celle du Christ aujourd'hui quand il verrait ces gens-là, quel accueil il ferait, l'intérêt qu'il porterait à leur vie et comment il annoncerait la bonne nouvelle à eux aujourd'hui. Et si le travail qui sera fait en interparoisse, dans les différents conseils et tout, et j'ai des reportés par une certaine unanimité, on peut penser qu'effectivement ça fera un peu tache d'huile au fur et à mesure dans le diocèse. Vous allez proposer quoi autour de ce baptême ? On partage l'année en 2 semestres. Un premier semestre pour lequel on va demander aux assemblées interparoissiales et à toute personne de bonne volonté de se réunir pour à la fois partager les expériences, tirer un peu les conclusions des expériences actuelles, sachant que les paroisses vont sûrement découvrir qu'entre elles, c'est pas la même chose. Ça, les prêtres le savent déjà souvent, mais le peuple de Dieu le sait pas trop. Partageons nos expériences, questionnons-les. Ça, ce sera une première étape. Il y aura après une journée diocésaine le 11 janvier pour tous, pour dire, mais les évêques nous parlent d'un cheminement de type catéchuménal, c'est-à-dire par étapes, associant la communauté, la parole de Dieu, la liturgie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puisque c'est ça vers ça qu'il faut tendre, que tous on ait entendu une parole commune. Et le second semestre, des propositions à travailler. Donc pour tout cela, il y a une équipe diocésaine qui se met en place pour coordonner la démarche. On retrouve, la dynamique de Cap 2012, mais à propos du baptême. Le baptême qui va donc être remis à l'ordre du jour de ce diocèse de Bayeux-et-Lisieux pour en revoir les pratiques et l'expérience. Et le but, on le rappelle, c'est un meilleur accueil. Voilà, une proposition de la foi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour évoquer ces orientations diocésaines et leur mise en place sur le terrain de la vie du diocèse de Bayeux-et-Lisieux. Je rappelle que j'étais en compagnie de Marie-Noëlle Bouchard, vous êtes coordinatrice de cette démarche CAP 2012 Horizon 2017 et du Père Xavier Signargou, vous êtes vicaire général de ce diocèse. Merci beaucoup. Merci. Merci.